focalisé sur les cellules souches, plus particulièrement les cellules souches aiguës, mais ça n'empêche pas qu'on s'intéresse beaucoup à les cellules souches embryonnaires et aux cellules embryonnaires qui peuvent peut-être persister toute la vie chez tout un chacun. Donc, c'est vrai que la cellule souche et la thérapie cellulaire, c'est tout à fait d'actualité. Ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive à cloner, et ça, je laisse la parole à d'autres personnes pour ça. Et avant d'arriver à la technique, moi je me propose déjà de comprendre ce qui est permis aujourd'hui et ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Je me tourne vers vous, Patrick Codret. C'est vrai que la question s'adresse aussi à toute la table en termes de droit. Que dit le droit? Que dit la loi? Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, vous me donnez la parole, cher Adrien, merci beaucoup. Je suis tout sauf juriste. Donc, je vais faire une réponse qui probablement sera en partie érudite, parce que les spécialistes du clonage, comme le renard, seraient plus armés parce qu'ils ont dû étudier le droit pour le faire. Je pense que, en termes de clonage humain, tout est interdit. Donc, c'est relativement simple, puisque, en fait, il n'y a aucune possibilité de réaliser le clonage d'un être humain. Alors, il va falloir aussi qu'on s'entende sur ce qu'on met sous le terme de clonage. Et là, je crois que ça sera extrêmement important pour fixer les idées auprès de tout le monde et orienter une discussion qui aille sur les points essentiels. Je pense que vous pensez à la nécessité de ne pas confondre clonage reproductif et clonage thérapeutique, par exemple, dans la discussion. Par exemple. Alors, Jean-Paul Renard, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, y compris ailleurs. D'abord, le premier point, c'est que, en quelques mots, je voudrais montrer que le clonage est une réalité. Il existe aujourd'hui environ 10 000, 15 000 clones dans l'espèce bovine, beaucoup plus chez la souris, chez d'autres espèces animales aussi, en tout une quinzaine. Donc c'est une réalité, quand je dis c'est une réalité, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont nés, on pourrait dire que d'une seule mère. En faisant référence à la discussion tout à l'heure, on se posait la question, il y a toujours un père et une mère, avec le clonage, il ne peut y avoir qu'une seule mère. Dans l'acte de rencontre des gamètes. Et d'ailleurs, il n'y a plus qu'un seul gamète, l'autre étant le noyau d'une cellule. Donc le clonage, il s'agit bien du noyau d'une cellule, n'importe quelle cellule, prise sur un adulte, et que l'on met dans l'ovule dont on a enlevé le noyau, on retransplante dans une femelle et on obtient un animal. Et donc c'est une réalité puisque ces animaux peuvent devenir adultes, fertiles, et d'une durée de vie qui peut être la même que celle d'animaux normaux. Donc ça c'est le premier point. Le second point c'est que le clonage n'envahit pas la planète. C'est une technique, si on le prend par ce côté technique, qui ne marche pas très bien. C'est une technique pour laquelle il y a en moyenne, pour chaque embryon reconstitué, on peut dire qu'il y en a sur une centaine, 5 qui se développeront à terme et qui donneront ces animaux dont j'ai parlé. Mais avec des données quand même qui commencent à être assez marquantes, dans certains cas, avec certains animaux particulièrement, ce taux peut être de 20 à 30% en routine. Par exemple, nous avons un animal, une vache, qui depuis plusieurs années, nous avons collecté des cellules il y a plus de 8 ans, on les a congelées, on a fait ça 2 fois de suite, et cet animal nous a produit maintenant 20, 25, 30 veaux. On arrête, on n'a pas besoin d'en avoir plus, mais avec une efficacité qui n'est pas tout à fait, mais presque comme celle de la fécondation in vitro. Donc le clonage est une réalité. Alors, s'étant intéressé à cette réalité, je vais faire je me retourne vers le titre. Alors, clonage reproductif, crime contre l'espèce humaine. Et j'ai été rassuré de voir qu'il y a un point d'interrogation, donc dans les papiers qui sont distribués, il y en avait pas. Le mot crime est quand même un mot important, parce qu'en droit, le crime désigne une intention. Donc, poser la question, ça veut dire qu'il y a une intention dans celui qui utilise la technique, et dans moi-même, une intention de crime. Alors, le point d'interrogation me rassure, mais en même temps, je me trouve entre cathédrale et place primaire dans un lieu où peut-être je suis mis en accusation du crime. Et je voudrais dire 3 points là-dessus, c'est la parole, mais je crois que je prends cette précaution pour que la discussion ne soit pas une discussion technique. Parce que si nous utilisons
c'est avec des objectifs qui sont des objectifs scientifiques. Alors je ne vais pas les détailler. Mais c'est intéressant de les connaître. Voilà, alors ces objectifs scientifiques, oui, je vais les montrer. Et là, il faut en arriver vraiment à l'éthique. Tout à l'heure, il a été cité la phrase de Paul Ricoeur, l'éthique, c'est quand on commence à se pencher quand soi-même comme sur les autres, et quand soi-même on se penche sur les problèmes des autres. On peut prendre aussi une autre définition, j'aime beaucoup, de Jürgen Habermas. L'éthique, c'est quand ma spontanéité est mise en question par le regard d'autrui. Ma spontanéité de scientifique, utilisant une technique qui conduit à appeler ça son drôle vers le crime, et donc ma spontanéité, je la mets sous le regard d'autrui. Et en la mettant sous le regard d'autrui, je vais insister sur 3 points. Le premier, c'est que la science, puisqu'on a très peu parlé de science, et ça m'a beaucoup frappé, je suis là depuis le début de l'après-midi, on a peu parlé de science s'agissant de bioéthique, qui est bien un champ de l'éthique qui s'intéresse aux avancées de la recherche et de la médecine. J'ai été 10 ans membre du comité d'éthique depuis sa création jusqu'en 1991, et j'ai été confronté à l'apparition, et j'ai contribué de ces questions. Et la toute première était d'ailleurs celle des mères porteuses, avec l'association des cigognes, qui est l'association d'Estrade. Donc, l'éthique est très présente dans l'utilisation des techniques reproductives. Elle les imprègne, elle est indissociable. Et autour de 3 points, c'est ça qui est peut-être le plus, qui est important à bien mesurer, c'est que pour les scientifiques, l'idée d'un bien ne se pose pas. Pour le scientifique, c'est l'idée de ce qui va être juste. Le bien n'est pas une notion scientifique. C'est ce qui va être juste, c'est la démarche, la rigueur pour y arriver, la validation de cette rigueur qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'emblée, pour le scientifique, c'est administrer la preuve, et la preuve, elle est là, j'irai même un peu plus loin. Le clonage a montré, grâce au clonage, qu'on peut obtenir des cellules souches à partir de ces cellules qui se trouvent dans n'importe quel tissu. Donc avec le clonage aujourd'hui, le champ de la recherche est considérablement élargi, aux cellules souches embryonnaires, aux cellules souches somatiques, qu'on appelle les induites à se reprogrammer, et donc pose cette question toute simple, c'est comment est-il possible que le génome puisse remonter le temps et revenir à la place. Le second point, donc, la science, la notion de bien échappe à la science. Par contre, la notion de bien échappe à la recherche. Et c'est là que se rencontre la bioéthique. Le second, c'est, en ce qui concerne la notion de vérité. La science ne dit pas la vérité. La science a un postulat d'objectivité, comme disait Jacques Monod. Et l'objectivité va tendre de façon asymptotique à la vérité. Elle ne fait que tendre, mais la démarche de la science est dans la vérité. Deuxième exemple avec le clonage. La vérité qui est montrée avec les clones, c'est que ces clones ne sont pas les copies conformes. Donc on entend des scientifiques dire, je vous dis là, c'est une objectivité, je ne parle pas de vérité, chacun prend sa vérité, considère que les clones sont des copies conformes, je l'ai encore entendu tout à l'heure. Le scientifique dit objectivement non, nous avons mesuré toute une série de paramètres sur nos clones qui sont aussi variables que dans une population normale. On a travaillé avec plusieurs dizaines de chauves-souris, environ 80 bovins, des lapins, et on a un réseau de quelques laboratoires au monde, on arrive à cette conclusion. Par contre, toujours pareil, objectivité, il y a des effets à long terme possibles du clonage, mais pas des effets prévisibles. Nos clones, quand ils deviennent adultes, certains d'entre eux, je dis bien certains d'entre eux, 10%, 20%, se mettent à devenir obèses ou développent des cardiopathologies, des maladies cardiovasculaires, de façon totalement inattendue alors qu'ils sont fertiles. Et en creusant cette question, on en est aujourd'hui, en recherchant l'objectivité, à se poser des questions scientifiques très précises sur l'effet de l'environnement, et je le dis très directement pour vous montrer que l'objectivité n'est pas la vérité mais que sur l'effet d'un milieu culture in vitro, sur cette période qui est autour de la période conceptionnelle et dont on a démontré, en utilisant les clones mais aussi sans utiliser les clones, qu'elle pouvait induire l'apparition de ces physiopathologies avec l'adulte, que ces physiopathologies pouvaient être transmises à la génération suivante,
que le même phénomène pouvait exister via le spermatozoïde, et que cette transmission se faisait sur une, voire deux générations, mais pas plus, au moins pour l'instant. Donc l'objectivité que recherche le scientifique dans sa démarche de scientifique, et cette objectivité qu'il met sous le regard d'autrui quand on discute d'éthique, pose déjà ces deux premiers arguments. Où est le crime? Où est cette peur du progrès dont deux séminaires précédents ont parlé? Peur du progrès. Le progrès technique, le progrès scientifique nous fait peur. Où est la peur? Où est le progrès? Et où est le crime? Et puis enfin, il y a le troisième enjeu scientifique dans la science. La science n'est jamais que la production de grilles de lecture qui sont réalisables. Karl Popper comparait ça avec le filet que le pêcheur jette dans un étang, dans la mer, il ramène des poissons. Avec le clonage, on a ramené un gros poisson. Un très très gros poisson, parce que d'un seul coup, le dogme de l'irréversibilité du corps biologique a été complètement démoli. François Jacob, chez qui j'ai travaillé pendant quelques années, m'a dit, après que toutes les turbulences autour du clonage sont passées, vous imaginez que Dolly, Marguerite, tout ça, quand on travaillait étroitement avec mon collègue Yann. François Jacob a dit un jour à l'Académie de médecine, il m'a dit, écoutez, je ne pensais pas que c'était possible. Et même j'ai douté quand ces premières données sont sorties. Et je ne doute plus maintenant parce que j'ai lu vos données, et ce que vous dites est effectivement complètement objectivé. Mais cette grille de lecture qu'on apporte, en même temps, elle évolue. Elle évolue parce que le scientifique se dit, mais dans sa démarche scientifique, se dit, mais comment expliquer ces phénomènes? Il n'y en a pas la réponse aujourd'hui. Mais dans ça, comme il sait que le regard des autres est sur lui, il le formule de la façon suivante. On sait que c'est possible parce que le génome n'est pas au centre de la construction d'un organisme complexe. C'est le génome en interaction avec son environnement, et ça dès le moment où se fait la fécondation. Et même on pourrait dire dès le moment où l'ovule se crée. Donc dans cette continuité biologique, le génome n'est pas au centre de tout. L'idée qu'il puisse y avoir des produits conformes apparaît appartenir au siècle dernier, et d'ailleurs elle appartient au siècle dernier, puisque c'était dit en 1998. Mais on est maintenant en 2012. Et que l'adaptabilité de l'organisme est maintenant la question qui préoccupe le plus et pour lequel on utilise le clonage. Et on utilise le clonage, j'en termine là, parce que tout simplement, on peut comparer le développement d'organismes complexes comme les animaux. Les animaux, j'ai cité une vache, c'est quand même compliqué, une souris, c'est compliqué, un lapin, c'est compliqué, un rat, un cheval, toutes ces espèces pour lesquelles on développe. On utilise ces animaux qui ont génétiquement une matrice identique, et on pose tout simplement la question, puisque le génome ne fait pas tout, quelle est la part de l'environnement dans la variabilité des caractères que l'on rencontre dans une population? Tout dernier mot pour le clonage humain. On a dit que le clonage humain est interdit. Ce n'est pas tout à fait vrai. Plusieurs pays ne l'ont pas interdit, formellement en droit. Ne l'ont pas interdit pour une démarche qui est une démarche de philosophie du droit, qui est qu'une démarche d'interdiction ne peut venir que par rapport à des faits qui sont précis, non pas par rapport à des intentions. Donc le clonage, de toute façon, tiré dans beaucoup de pays, est interdit. Et la situation paraît sur ce point beaucoup plus claire, décantée qu'il y a une dizaine d'années, près 10 ans exactement, quand j'étais venu dans cette même ville de Strasbourg, pour expliquer au cours d'un colloque, c'est un colloque international, il y avait le clonage, bien sûr, ce qu'était le clonage, avec une perception très, très dure de la part de l'assistance. Et je me rappelle très bien, c'était avoir été ensuite, à l'issue de cette réunion, avoir quelqu'un qui s'est approché de moi, qui m'avait glissé un livre dans les mains, et c'était des Raéliens. Et les Raéliens m'avaient dit, continuez, nous sommes avec vous. Donc le scientifique se retrouvait avec une assistance à recevoir une démarche éthique, avec les critères que j'ai indiqués, une démarche où on regarde celui qui travaille de la même façon que celui qui travaille à écouter et regarde et essaie de débattre sur les autres questions de société. Et ces mêmes Raéliens, je me sentais otage, je l'avais trouvé sur la place Clébert, où ils tenaient tribune. Bon, je pense que les Raéliens ont aujourd'hui disparu, que le désir de vouloir, par provocation de des clones,
humain. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il y a des clones humains parmi nous, mais il n'y en a sûrement pas beaucoup. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on saura maintenant que dans une vingtaine d'années, quand leurs auteurs se seront assurés que les clones correspondent bien à cette petite fraction, comme pour nous, nos animaux, qui sont normaux, d'apparence normale, et qui vivent une existence tout à fait normale. Donc voilà, j'étais un tout petit peu long, mais c'est bien, très bien pour dire que le clone est parmi nous, et que le clone est, pour les questions de bioéthique, condense un peu toute une série de questions, et en même temps ouvre ces questions par les résultats qu'il a constatés. Ce n'était pas long, et puis c'est très intéressant aussi d'écouter le point de vue, toutes les nuances que vous introduisez dans le propos, le point de vue qui est le vôtre, celui du scientifique, qui est quand même à la manette de découverte majeure. C'était intéressant de l'entendre. Et on va poursuivre le débat, sachant que peut-être qu'on aura des points de vue opposés, mais qu'il n'est absolument pas ici question de les confronter, mais de les écouter tous. Alors justement, la remarque que vous faites sur le titre, là aussi, j'en ai entendu, et la première venait de vous, Patrick Gaudrin, en disant, mais c'est quoi ce titre? Crime contre l'espèce humaine, ça c'est... Voilà, je vous laisse dire ce que vous m'avez dit, c'est la peine, je vous dis beaucoup. Non, effectivement, j'avais réagi un petit peu contre le titre, mais devant ce titre, non pas effectivement comme Gaudrin sur le mot crime, mais sur l'expression de l'espèce humaine, crime contre l'espèce humaine. Je pensais qu'effectivement, on était dans une dimension, d'ailleurs, où on parlait de clonage reproductif humain. Donc, je trouve très bien qu'il y ait eu une remise dans le contexte de ce qu'on est capable de faire avec des animaux, des mammifères en particulier. Et justement, l'espèce humaine, on est une espèce humaine à un niveau qui paraissait biologique. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours l'habitude de dire au comité d'éthique que l'homme est un animal comme les autres. Donc, d'un point de vue biologique, je refuse qu'on se serve de la biologie pour distinguer l'homme de l'ensemble des mammifères et de l'ensemble des êtres vivants. Donc, il me paraissait effectivement, si on parlait de crime, on parlait plus de crime contre l'humanité d'une certaine manière, à partir du moment où on est capable de se mettre d'accord sur une définition de l'humanité, et l'aspect humain, la dimension humaine me paraissait totalement essentielle. Et c'est pour ça que je voulais qu'on se détache un tout petit peu, moi, enfin pour ce qui me concernait, je souhaitais me détacher un petit peu de la biologie, pour voir effectivement en quoi ce qu'on voulait faire, ce que certains souhaitaient faire au niveau d'obtenir des clones, des individus apparentés à des clones dans l'espèce humaine, je suis forcé de contradictoire dans l'espèce humaine, et pourquoi ça posait un problème effectivement d'humanité. Et il me semble que c'est une dimension qui fera que nous avons. Voilà, je vous rassure, je ne demande pas le consensus, simplement c'est pour rappeler que nous sommes là pour écouter les pensées les plus diverses. Le philosophe que vous êtes peut-être ne peut pas s'empêcher de réagir à des phrases comme dans la science, la notion de bien, c'est surtout la notion du juste qui est là, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, bonsoir, et encore une fois, merci à Israël Lisan d'avoir organisé ce genre de forum et au public d'être là nombreux. Ça montre que vous avez un intérêt fort pour ces questions. Je ne suis pas philosophe, je suis très modestement professeur de philosophie, ce qui n'est pas pareil. Et par contre, je suis aussi scientifique. Et il y a un point commun entre la philosophie et la science, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'on a le souci absolu de la rigueur. Et un prof de philo comme un scientifique, il aime dire que c'est noir quand c'est noir et que c'est blanc quand c'est blanc. Et si c'est gris, il ne dira pas que c'est noir, il ne dira pas non plus que c'est blanc. Et une des choses qui m'ont beaucoup frappé lorsqu'est apparue, entre guillemets, ces questions autour du clonage, on citait tout à l'heure la fin des années 90, c'est qu'il y a tout de suite eu beaucoup de fantasmes d'énoncés, de craintes, de récupération, alors même que personne, à la limite, ou très peu de gens, malheureusement pas assez les scientifiques, ne s'intéressait véritablement aux questions de définition. Et tout de suite, en 98, je crois, il me semble que c'est Jacques Chirac qui avait
publié un article, ou un texte plutôt, menaçant de critique, de crime contre l'humanité, le clonage reproductif. Ce qui était assez intéressant, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait une confusion dans l'esprit du public, sur ce que font les chercheurs, sur ce que devrait dire le droit, sur ce que devrait dire la philosophie, etc. Et la critique de l'époque était intéressante, c'était il faut interdire le clonage reproductif, puisque ça va produire des doubles, des clones, on va répéter à l'infini, et l'argument c'était de les faire condamner au titre du crime contre l'humanité, alors que le crime contre l'humanité avait justement été inventé, comme vous savez, pour condamner les destructions massives de population, alors que là, le clonage visait à, au contraire, augmenter. C'est-à-dire qu'on voit bien l'imbroglio qu'il y a eu. Alors, pour en revenir à votre question, effectivement, moi, je pense que la science n'est ni bien, ni bonne, ni mauvaise, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est soit scientifique, soit elle n'est pas. Et je suis très popperien, disciple de Karl Popper là-dessus, au sens où, en science, il n'y a de vérité d'abord que provisoire, et en particulier en médecine, en biologie, et on ne peut tenir pour vrai qu'un discours qui ne comporte déjà en germe que le présupposé de sa propre contradiction. Et nos vérités sont vraies tant qu'elles ne sont pas démontrées fausses. Donc il faut être très modeste sur cette dimension épistémologique de la science, c'est-à-dire c'est quoi le clonage, etc. Ce que ça n'est pas, ce qu'on véhicule dans l'esprit du grand public, ce qu'on fait dans la dimension vétérinaire et autres, et puis ensuite seulement voir la part du droit, et c'est vrai qu'il y avait des vides juridiques, et interroger la philosophie pour savoir ce qu'elle a dit. Mais encore une fois, je pense que la science n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ou elle n'est pas. Ensuite, il y a un usage qu'on peut faire de la science, et que cet usage des progrès constamment révisés de la science, il doit être interprété, regardé en fonction de ce que la société veut ou ne veut pas pour elle, et c'est ce qui s'entend. C'est-à-dire que pour moi, il me semblait qu'il ne peut pas y avoir de sujet tabou, et qu'on ne pouvait pas évacuer comme ça d'emblée l'idée de clonage reproductif au motif que ça aurait été mauvais. Je pense que la science n'a pas vocation à exclure d'emblée. Un chercheur cherche, et puis après il va y avoir un débat citoyen éclairé par différents concepts, en particulier philosophiques, pour savoir ce que la société, pour elle, pour ses descendants, peut vouloir ou pas. Donc c'est vrai que cette notion de crime contre était quand même, et reste pour moi, exagéré, infondé et injuste aussi pour les chercheurs et pour les scientifiques, qui à mon avis sont tous sauf des gens irresponsables. Et le dernier point, enfin pas le dernier, mais deux petits points je dirais, c'est que après tout, quand on a déclaré ces scientifiques comme étant potentiellement dangereux, il y a eu des termes assez durs, on n'a pas nécessairement non plus cherché à comprendre réellement ce qu'ils savaient. Peut-être aussi que les chercheurs n'ont pas compris les dangers auxquels ils ont été exposés en termes de médiatisation. Et puis la dernière chose comme ça en introduction, c'est, on a parlé de la secte des Raéliens, je ne vais pas leur faire de la pub, mais quand même, nous sommes tous un peu coupables, responsables et coupables, et la presse aussi, au sens où, comme la secte des Raéliens a annoncé qu'elle avait cloné le premier être humain, ils ont dit on l'a cloné, mais on ne va pas vous le montrer parce qu'il faut le protéger des médias. Et tout le monde a dit, y compris dans la presse la plus sérieuse, donc ils savent cloner, ils ont cloné, et puisqu'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Donc on a aussi entretenu cette dimension du fantasme, etc. Alors même que c'était un extraordinaire coup de pub, puisqu'il n'a fait que dire, moi je l'ai fait le premier, mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faut le protéger des journalistes. Et personne n'a contesté cette idée. Donc pourquoi porter une incrimination de crime d'emblée, alors même que personne ne fait la différence entre reproductif, thérapeutique, animal, humain, etc. Pourquoi? Alors même que, voilà, on a à peine commencé, il y a déjà une chape de plomb, un petit peu comme un coffret de béton sur un radiateur nucléaire. Voilà. Pourquoi cet acharnement? Mais en même temps, on comprend
peut-être pas faute d'information, faute de mais parce que si derrière cloner correspond à créer du vivant, c'est peut-être ça aussi qui est là, cette peur, cette volonté de mettre une chair de blanc là-dessus. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Alors, basiquement, on dit que la peur n'est pas un danger, mais je crois que c'est vrai aussi. Et puis, c'est pas non plus une manière d'affronter le danger que de vouloir mettre une chair de plomb en faisant comme si le problème n'existait pas. Je pense que, épistémologiquement, il faut regarder le problème, chaque problème tel qu'il se pose, c'est ce que fait le droit, par exemple, et essayer de le démonter. Et non pas s'en tenir à une lecture comme ça, très approximative. Je pense que ce qui a fait beaucoup de tort à cette idée de clonage, c'est cette approximation sur on a véhiculé des peurs, des fantasmes, mais on aurait très bien pu faire un travail de réflexion. Moi, je l'ai fait avec mes élèves quand j'étais prof de philo, où on s'intéressait au clonage et aux vrais jumeaux. Et on essayait de voir en quoi le vrai jumeau, en quoi les vrais jumeaux, les clones, ça pouvait être comparable ou différent. Et on aboutissait à la conclusion finalement personne ne se pose la même question pour les jumeaux, alors même que peut-être c'est d'un point de vue subjectif, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique, peut-être encore plus problématique. Mais donc on véhicule des idées comme ça, des opinions, des doxas, on dirait les philosophes grecs, et je pense que ça c'est terriblement dangereux. Et peut-être qu'il faut revenir à Socrate, dont la mère était sage-femme, donc qui pratiquait l'art de l'accouchement, et il faut impérativement accoucher de nos véritables, vraies idées fondées sur des faits et ne pas en rester au stade du je crois que, je pense que, où ils sont dangereux. Ça, je pense que c'est le pire de tout. Oui, il y a certainement des problèmes, oui, il y a certainement des dangers, mais c'est pas en disant ils sont dangereux, il n'y a qu'à les interdire qu'on réglera le problème. L'interdiction ne fait que déplacer un peu plus loin le problème qui reste entier. Le sujet soulève néanmoins des questions éthiques. Patrick Gautret, le Comité consultatif national éthique s'est prononcé là-dessus, mais sans refaire le rapport numéro 45, dites-nous juste quelles sont les questions éthiques auxquelles il est place concernant le clonage. Les questions éthiques, il y en a une multitude en fait. C'est un questionnement éthique, effectivement, majeur. Le questionnement étant non pas la possibilité de fabriquer la vie, ça je crois que, je veux dire, on manipule la vie de manière très très commune, dans les laboratoires en particulier, et on clone des bactéries depuis l'éternité, je pense, bien plus longtemps que ce que beaucoup de gens pensent, et je pense que la vraie question qui intéresse au moins le Comité consultatif national éthique pour les sciences de la vie et de la santé, c'est ce qui concerne l'humain. C'est-à-dire que, en fait, c'est est-ce qu'on peut fabriquer, en fait, faire avec un dessin humain une personne qui, lorsqu'elle sera née, sera effectivement de toute façon une personne humaine, qui aura, disons, le droit au même respect d'une dignité humaine que n'importe quel être humain qui sera né. Donc la vraie question dans le clonage, et c'est pour ça que j'étais vraiment interpellé par le clonage reproductif, parce que là on est vraiment dans la volonté de faire naître un enfant qui serait l'image relative, partielle, d'un être déjà existant. Donc en fait, c'est pas le même problème que les jumeaux, puisqu'en fait, il y a un décalage dans le temps. C'est produire à partir d'un adulte, ou d'un enfant, mais d'un individu né, produire effectivement un individu dont, alors techniquement, la technique évolue toujours, on l'a dit, la technique va très vite, et moi j'ai tout à fait confiance dans la technique et dans la science pour améliorer le processus au niveau de sa technicité. Par contre, les questions demeurent. Est-ce qu'on a le droit, effectivement, d'essayer de faire quelque chose qui
sera, lorsqu'il sera né, un être humain, sur la base de caractéristiques qu'on aura déterminées soi-même avec son esprit humain. Mais la question pour moi du clonage reproductif n'est pas fondamentalement différente de la question de la biologie de synthèse, de la fabrique, de considérer l'homme comme un ensemble de pièces détachées. Et effectivement, dans le clonage, de mettre, même si on ne contrôle pas tout, et Jean-Paul l'a très bien dit, et donc il y a toute une partie de ce que je voulais dire qui n'existe plus, c'est ce déterminisme génétique, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, quand on connaît un tout petit peu la génétique, que le génome ne fait pas tout, qu'il y a des interactions entre le génome et son environnement, et qui plus est, dans les méthodes de clonage qui existent, on part effectivement d'une cellule qui apporte petite chose, toute petite composante génétique qui vient effectivement de l'ovocyte qui est utilisé, qui est énucléé, et dans lequel il y a un matériel génétique qui est celui de ce qu'on appelle les mitochondries, des petits organelles cellulaires, et qui appartiennent à la mère exclusivement, puisque la descendance de l'ADN mitochondrial est uniquement maternelle. Donc on fabrique des êtres vivants qui, lorsque ce sont des animaux et que les techniques qu'on utilise sont d'abord et avant tout pour faire évoluer la connaissance scientifique, ils sont totalement indispensables. Et il faut effectivement investir dans ces techniques. On apprend à connaître en faisant, et il est certain qu'il y a un bien à faire cela. L'application à l'être humain pose effectivement un problème fondamental si on considère, au-delà de la biologie, que l'être humain est un animal comme les autres. C'est une manière de penser. Je dois reconnaître que ce n'est pas la mienne et que ce n'est pas non plus la manière de penser qui prévaut dans le comité consultatif national d'éthique. Donc il y a des réserves qui sont fondées sur cette fabrication d'êtres humains, parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Si on permet le clonage reproductif et qu'on réimplante une construction de la technobiologie dans l'utérus d'une femme ou dans un utérus artificiel, peu importe, lorsque l'enfant sera né, ce sera un être humain, et cet être humain aura le droit à tout le respect qui est dû à tout être humain. Philippe Hénault, alors j'aimerais que vous disiez d'abord les applications que vous avez eues avec vos travaux sur les cellules souches, et puis votre sentiment, votre point de vue sur tout cela, ce que l'on entend. Je vais me placer sur deux plans. Tout d'abord, effectivement, le côté scientifique, puisque, pour redire un petit peu ce qui a été dit au début, le clonage existe, il est parmi nous, et nous, en tant que scientifiques, nous l'utilisons, puisque nous utilisons depuis longtemps, par exemple, des lignées de souris qui ont un certain nombre de caractéristiques, en particulier par défense immunitaire, donc on peut les manipuler, leur injecter des cellules humaines, des cellules d'autres espèces, et au départ, ces cellules sont des cellules des souris clonées, ce sont des clones de souris qui nous permettent de travailler fort utilement. Alors, là aussi, on peut se poser un problème moral, parce que ces souris, elles vont toujours être sacrifiées. Peut-être elles vont mourir de la manipulation directement, mais de toutes les façons, en général, on les sacrifie au bout de 2 ou 3 mois pour analyser les tissus et voir ce qui s'est passé suivant les recherches qu'on faisait. Donc on peut se demander si c'est humain de sacrifier les souris pour simplement faire avancer la recherche et faire avancer la recherche chez les humains. Enfin, c'est quand même couramment fait et on ne se pose pas souvent ce genre de problème. La deuxième chose, on parlait tout à l'heure des IPS, c'est-à-dire des cellules induites pluripotentes. Il y a quand même une différence par rapport à... Pour moi, ce n'est pas du clonage stricto sensu, puisque pour obtenir ces cellules pluripotentes, on peut prendre une cellule de la peau, mais on va modifier le matériel génétique en injectant dans le noyau très simplement de la cellule des virus, des dérivés viraux qui vont modifier le patrimoine génétique et faire retourner la cellule à un état très immature. Pourquoi c'est pas vraiment du clonage? C'est d'autant plus que, comment dirais-je, pour le moment, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des grandes différences qui apparaissent entre ces cellules souches beta-8 et les vraies cellules embryonnaires. Sur un autre plan, j'aimerais aborder un petit peu ce qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, c'est le plan des religions, parce qu'on a parlé des États, on a parlé des interdictions, mais suivant les religions, il y a des différences.
Il est clair que dans la religion catholique, dans la religion protestante, dans la religion orthodoxe, le clonage reproductif est interdit. Par contre, dans la religion juive et en Israël, puisque l'Israël est un État qui n'est pas un État laïque, le clonage, l'idée du clonage reproductif n'est pas interdit. Il est, comment dirais-je, il est envisageable dans certaines conditions familiales, c'est-à-dire un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, quelle que soit la méthode naturelle, sous la couette, c'est même bien dire islamisant, ou bien avec la fille, ou tout autre moyen de conception extracorporelle. Mais même dans ces conditions-là, la famille peut désirer un enfant. Et la juridiction israélienne assortie de la loi juive tolère ce genre de fait. La deuxième religion, je ne sais pas si c'est une religion d'ailleurs au sens technique du terme, mais chez les bouddhistes refusent comment dirais-je, que l'on fasse du clonage à visée thérapeutique, refusent que l'on fasse de la recherche sur la cellule souche, mais acceptent le principe du clonage reproductif. Alors c'est peut-être lié à la réincarnation. Je pense que ça vaudrait la peine de discuter un petit peu, en dehors de la législation, des aspects culturels et religieux. En fait, des vivants et des dieux, finalement, qu'ils soient. Alors, j'ai un avis quand nous sommes parlé sur ce sujet. Vous avez vraiment pointé plusieurs points qui mériteraient d'être longuement écoutés, débattus. Et il y en avait un, vous disiez, on est déjà dans ce cadre-là, dans la reproduction asexualité, non, dissociée de la sexualité finalement. C'est déjà ça, vous avez dit, si on pense au clonage, la première chose c'est celle-là, et l'on pense par exemple d'abord à l'utérus artificiel, etc. Voilà, c'était à moi, j'aimerais bien que vous ne l'oubliez pas, mais je vous laisse librement parler de ce que vous inspire toute cette discussion. Promis, je n'oublierai pas, mais je ne vais pas parler que de ça. Deux préambules. Le premier préambule, c'est la dernière table ronde à laquelle j'assiste, et je voudrais en profiter pour remercier Israël Bizan de m'avoir invité. Ça m'a permis de revoir Madeleine Attal et d'assister à un forum qui m'a vraiment ébloui par son intérêt. Le deuxième préalable, c'est que je suis le naïf au milieu de savants et j'ai parfaitement conscience de ma position modeste et peut-être également de la modestie des propos que je vais tenir. Alors le clonage reproductif humain, puisque c'est quand même ça, je pense, le thème essentiel du débat. Le clonage existe depuis fort longtemps dans les espèces végétales, dans les espèces animales, vous l'avez bien rappelé, mais les souris et les hommes, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors ce que je pense d'abord, c'est que plutôt que de jeter des anathèmes, et je reviens à mon obsession de l'importance des mots, donc plutôt que de jeter des anathèmes, il vaut mieux essayer de se donner les outils conceptuels et philosophiques qui n'existent absolument pas à l'heure actuelle, ou qui existent très peu, pour penser ce type de question qui est l'apparition quand même, en ce qui concerne les applications dans l'espèce humaine, relativement récente, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, absence d'outils de réflexion, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on passe effectivement d'une reproduction, d'une procréation, comme on voudrait, d'une procréation humaine spontanée, sous la couette, puisqu'à ce qui paraît c'est la référence, à une reproduction ou une procréation humaine non sexuelle, et maintenant on termine par la reproduction humaine asexuelle. C'est quand même une évolution assez considérable.
Alors je suis tout à fait d'accord, M. Renard, avec vous, mais à 100% d'accord, pour dire que la seule chose qu'on exige ou qu'on puisse exiger des chercheurs, c'est la rigueur dans leur travail et puis l'analyse sérieuse de leurs résultats. Mais vous avez dit qu'effectivement la recherche vient de l'arrêter, je souscris encore, mais il faut peut-être également, et ça c'est le rôle de l'éthique, il faut peut-être également réfléchir à ce que la société peut accepter. Je me souviens qu'Einstein avait dit à la fin de sa vie que s'il avait su que ses recherches aboutiraient à la bombe atomique, il ne les aurait jamais faites. Alors on peut dire que pour Einstein, la bombe atomique n'était pas prévisible au moment où il a commencé ses recherches. Mais pour le clonage reproductif dans l'espèce humaine, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de prévisible. Donc on a quand même le droit de s'interroger sur l'attitude éthique et la position que les comités d'éthique doivent prendre vis-à-vis de cette question. Parce qu'il ne faut pas attendre que les choses soient réalisées, qu'elles soient faites, pour que l'éthique émette un avis et intervienne. C'est ce qui est trop souvent arrivé par le passé. Un peu comme le droit, on nous l'a dit, l'éthique court après les problèmes, mais je pense que de temps à autre, l'éthique devrait précéder les problèmes et pas courir après au moment où ils sont déjà réalisés. Alors je disais, bon, reproduction asexuée, ça c'est quand même quelque chose de totalement nouveau, et il y a un point dont on n'a pas parlé que je pense important dans ma modeste réflexion, c'est qu'on supprime complètement la loterie génétique. C'est-à-dire que la reproduction est issue d'une cellule d'ovule maternel et nucléée. Alors il y aura le cytoplasme, et il y a là aussi une nouveauté, c'est que maintenant on aura des mères cytoplasmiques. Donc il y aura le cytoplasme de l'ovule et il y aura un noyau qui sera un noyau d'une cellule maternelle ou maternelle d'ailleurs, qui sera remis à la place du noyau qu'on a enlevé. Donc dans la combinaison des gènes, il y a une disparition complète, elle n'existe plus. C'est-à-dire que toute l'évolution, qui est quand même le résultat de la combinaison des gènes, va disons, être éteinte. Et sans parler d'évolution au-delà de l'espèce humaine, dans la constitution même de l'espèce humaine, si on supprime cette loterie génétique, encore une fois, il n'y aura plus de mélange au hasard des chromosomes, donc peut-être plus d'apparence de mutation pathogène, mais pas non plus d'innovation dans la constitution de l'individu. Et même s'ils ne se ressembleront pas les uns les autres, je suis tout à fait d'accord, c'est évident, le clonage ne reproduit pas des êtres semblables les uns aux autres, puisqu'il y a les mitochondries, il y a l'épigénétique, il y a tout le rôle de l'environnement social après la naissance, etc., etc., je ne l'étends pas, donc on ne fait pas des photocopies, mais quand même, moi, cette suppression de ce que j'appelle la loterie génétique me trouble quelque peu et me fait me poser de véritables questions. Alors, est-ce à dire, ça a été évoqué tout à l'heure, que dans les cas d'infertilité masculine, ça peut être la solution? Moi, je ne pense pas, en raison de tout ce que je viens de dire. Et je voudrais terminer en reprenant une conversation que j'ai eue ce matin avec M. Patrick Rodin, en ce qui concerne la presse. Parce que j'ai parlé d'information et il m'a répondu ce qui paraît dans la presse, ce n'est pas de l'information. Il a sûrement raison, mais je ne sais pas comment l'appeler. Mais dans ce débat de société, la presse a quand même une responsabilité considérable. La brebis de lit, vous connaissez l'histoire mieux que moi, la presse l'a publié avant même que celui qui avait fait cette découverte ait eu le temps de faire sa conférence de presse. Le souci des journalistes, et chaque fois qu'on en parle, ils disent « vous attaquez la liberté de la presse ». Combien de fois j'ai entendu cette
Le souci des journalistes, c'est de vendre du papier avec le plus de sensationnel possible et non pas de donner, je ne sais pas si je peux dire de l'information, donner des éléments véritables d'information publique. Voilà les quelques propos que je voulais dire. Oui, Jean-Paul après rebondir là-dessus, je crois. Il y a plusieurs points, mais je vais juste en développer un seul. Jacques Monod a écrit « Plus nous développons la science, plus nous nous sentons étrangers au monde ». Et c'est en quelque sorte ce que j'entends. Plus nous développons la science, plus nous nous sentons étrangers au monde. Et Jacques Monod était pourtant dans le monde. Il était complètement dans le monde. Et les livres qu'il a écrits montrent qu'il était scientifique, mais présent. Alors pour moi, la question, et on la voit bien qu'elle est posée là, quand Bill Clinton et Jacques Chirac, effectivement, en avril 1998, donc 97, quelques semaines après l'annonce de la naissance de Denis, se rencontrent pour dire qu'il faut promulguer un interdit universel pour le clonage reproductif humain, mesurent-ils seulement qu'ils le font alors que dans le milieu scientifique, la Dolly fait l'objet d'un débat rude en disant Dolly n'est pas un clone. Et il a fallu 1 an avant que Dolly puisse être entrée en cause. Autrement dit, alors que le monde scientifique s'empare de la question et commence, en essayant avec les critères que j'ai indiqués tout à l'heure, de justesse, d'objectivité, de proposer, de voir comment avoir sa nouvelle grille de lecture, essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer comme nouvelle connaissance. Pendant ce temps-là, le politique s'empare de la question et continue à cette tourmente et en fait, les substances la presse. Alors, accuser Bill Clinton ou Jacques Chirac, c'est un peu dépassé. Accuser la presse, c'est vrai, c'est l'actualité, mais est-ce que ça suffit? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en lisant le document de ce forum, c'est qu'il a été écrit, ce n'est pas un colloque, ce n'est pas un expert, c'est un forum. Et c'est un forum où le prêt à penser n'a pas vraiment sa place. Autrement dit, c'est un forum dans lequel on croise les regards, comme ça a été dit. Et ma demande à moi, elle est de autant qu'on croise plus les regards, non pas sur la technique, parce que c'est vrai que la science ne peut pas se passer de la technique. Toutes les sciences sont à la fois fondamentales et finalisées. Il n'y a qu'une science qui échappe à ça, c'est la science mathématique, et la science la plus pure par excellence, mais toutes les autres ont besoin de recourir aux techniques. Et là-dessus, Bachelard a largement écrit. Il y a une phénoménotechnique de la science. Mais ce n'est pas parce que les techniques peuvent être utilisées pour elles-mêmes sans la science, et j'ai justement l'impression que c'est comme ça qu'est perçu le clonage humain. Mais quelle idée d'un scientifique aurait-il d'aller utiliser le clonage pour cloner l'homme avec les données dont je vous ai parlé, les risques qu'il y a à long terme, une génération après? Quel individu ne sait que s'il procédait à cette démarche-là, il ne serait pas là, tomberait sous la loi du droit, parce qu'il aurait intentionnellement mis contribué à mettre au monde des enfants qui risqueraient, une fois adultes, de développer une pathologie et se retourner contre eux. Donc il y a bien là, dans cette démarche, un oubli que la technique, si elle peut des fois tourner toute seule, et elle le fait, c'est vrai, mais la science fonctionne avec la technique. Et ne voir dans le clonage de la technique en oubliant la science et la derrière, c'est-à-dire des questionnements un peu naïfs sur la façon dont l'embryon s'organise, et qui produisent très vite des nouveaux concepts. Le concept d'épigénétique, par exemple, est en train d'envahir le champ scientifique, et qui dit nous ne sommes pas le produit de nos gènes, et il y a d'autres réseaux de molécules organisées qui contribuent à définir nos caractéristiques, à tous les niveaux. Notamment les caractéristiques physiques, les caractéristiques de santé, les caractéristiques d'adaptation, les caractéristiques de stress. Et je pourrais continuer plus loin en disant que d'autres équipes sont empruntant ces concepts et les appliquant dans des situations bien macro, notamment sur les cellules souches, découvrent que les cellules, dans ces générations issues du clonage avec lequel on fabrique des lignées de cellules souches, vraiment le clonage dit thérapeutique, donnent des cellules qui sont absolument indistinguables dans l'embryon normal, alors que les cellules obtenues par induction le sont. Donc, le scientifique, mais là encore hors du monde, en même temps on devrait être présent au monde, dit le clonage thérapeutique, puisque vous l'appelez comme ça, nous, c'est-à-dire la possibilité pour une cellule de redevenir pluripotente et de donner ses lignées pluripotentes, eh bien,
effectivement, c'est une façon de pouvoir poser très en toute rigueur les questions avec les moyens de la technique, où on peut prendre tous les morceaux d'ADN, séquencer sur 100 fois de suite, être sûr qu'il n'y aura pas de différence au niveau ADN, et montrer qu'au niveau de ce qui est autour de l'ADN, qu'on appelle épigénétique, les molécules autour, là il y a des très grandes différences. Donc mon propos est très précis, c'est de dire, dans une démarche bioéthique et dans un forum où il n'y a pas de prêt à penser, le mot bioéthique est là pour ça. C'est comment les critères d'éthique, les concepts de bien, de mal, de justesse, de rigueur, etc., peuvent s'appliquer en biologie au développement des sciences et des techniques dans le domaine médical. C'est bien pour ça que le mot a été forgé, qu'il y a absolument bien donné. Et dans le domaine médical, on ne peut pas poser la question chez l'homme si on ne rentre pas dans les laboratoires. Et rentrer dans les laboratoires, ce n'est pas avoir une connaissance infuse sur tout, c'est comprendre la démarche, s'approprier la démarche, à tous les détails bien sûr, de la même façon que pour le scientifique, il est important de s'approprier la démarche du juriste, du philosophe, du sociologue, qui croisent leurs regards, notamment dans les comités d'éthique, et peut-être aujourd'hui la question se pose, un forum, voilà un lieu, peut-être l'éthique peut se créer. Je n'ai pas très avancé, peut-être plus que dans un comité d'éthique. On manque de lieux d'échange, de lieux de confrontation, de lieux où on puisse vraiment échanger des idées et à la sortie continuer à se reconnaître comme membre d'une même société. Et je le dis avec un peu d'émotion parce que les problèmes qu'on aborde là ne sont que tout petits par rapport à ceux qui sont en train d'arriver avec la biologie synthétique, avec les nanotechnologies dans la biologie. Donc, des problèmes sont en train d'apparaître de plus en plus forts. Et est-ce que l'on veut, si ces forums ne se multiplient pas, si ces lieux de médiation ne sont pas créés, comment pourra-t-on échapper à l'irrationnel qui commence à prendre en compte? Patrick, pardon, Bernard Maradudon. J'ai dit, évidemment, je souscris, éthique, morale et droit. Juste un tout petit rappel, c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est la même famille, il y a une filiation, mais il y a plusieurs générations, il y en a même trois. L'éthique pose la question finalement qui apparaît simple et qui est vertigineuse, qui est aussi la même d'ailleurs que le scientifique. Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Qu'est-ce qui fait que l'être humain est pleinement humain? Et on entre véritablement en éthique, pour les cœurs, lorsque, à la figure du premier homme, moi, si je suis tout seul, à un moment donné, apparaît la figure de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la figure de l'autre apparaît, quand il apparaît à ma vue, donc à ma vie, je me pose à un moment donné immédiatement la question de savoir c'est qui, qu'est-ce qu'il est, comment le définir et comment il va interagir avec nous. C'est-à-dire comment allons-nous partager cet espace et ce temps, puisque maintenant je suis plus tout seul et qu'on est deux. C'est-à-dire que l'entrée en éthique se fait par la reconnaissance de l'existence de l'autre, sans que je puisse nécessairement le définir, puisqu'il est mon alter ego, c'est-à-dire qu'il est aussi une part d'inconnu. Mais l'éthique est d'abord un questionnement sur le surgissement de l'autre. C'est-à-dire qu'en tant que tel, l'éthique n'est pas affirmation d'une valeur du bien et du mal, ça vient après, mais elle est un questionnement sur la figure de l'autre. La morale vient dans un second temps, c'est-à-dire que quand on est deux, il y a un moment donné, ça va tout seul, puis il y a un moment donné où ça va se compliquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est deux, on ouvre la possibilité aussi à un temps du désaccord. Et ce temps du désaccord, il peut inclure la dispute, au sens thomiste du terme, il peut aussi induire un certain nombre de choses, mais à un moment donné, il faut que ça trouve sa limite. Et donc la limite à ce qu'il ne faut pas faire pour aller au-delà d'un éthiquement acceptable, ça va être la morale, avec les termes de bien et de mal qui va le porter. Et puis, il faudra un dernier moment pour que, passant de l'un aux deux, on puisse généraliser ça à tous, qui sera le moment de la loi. C'est-à-dire que la loi ne sera que le reflet de ce que la morale aura estimé comme acceptable ou pas acceptable, et qu'elle va essayer de généraliser à tous. Donc je pense qu'effectivement, on manque aujourd'hui de lieux, non pas pour dire le droit, non pas pour dire la morale, parce que là, il y a vraiment des zélateurs pour dire il y a qu'à, où il faut interdire, etc.,
mais d'espace, de forum, je ne sais pas comment il faut les appeler, où simplement on questionne, sans mettre de préjugés, juger avant, prédire, dire avant, simplement d'endroits où on questionne simplement un fait, une découverte, ou aussi on repose cette question, qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Et on l'a dit tout à l'heure, la question du sens dans un autre débat. En termes de clonage, qu'est-ce qui fait que l'être humain est être humain? Est-ce que c'est le tout génétique qui prend le dessus? Est-ce que c'est une cartographie? Est-ce que c'est une carte d'identité génétique? Ou est-ce que c'est ça plus autre chose? Est-ce que finalement, ce qui ne manque pas un petit peu dans tous ces débats, c'est cette poésie autour de la vie même? Est-ce que la vie se réduit à de la génétique? Est-ce que la vie, ça se réduit à une affirmation scientifique ou à une interdiction légale? Est-ce que la vie, c'est pas aussi ça, mais en même temps autre chose? Donc peut-être qu'il faut repenser tout simplement en termes de questions, sans avoir de réponse, en disant qu'est-ce qui fait que l'être humain est être humain? On écrit d'une telle ou telle manière, avec ce sensationnalisme ou autre. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas répondre pour tous les journalistes qu'il y en a ici dans la salle. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la rapidité, c'est vrai. Dans notre métier, on passe d'un sujet à l'autre, d'avoir une capacité de synthèse et d'adaptation extrêmement pointue et rapide de compréhension. Il y a ce qui s'appelle la tentative de vulgariser, de rendre accessible. Alors parfois c'est bien fait, parfois c'est mal fait. Et puis il y a aussi un facteur économique, il ne faut pas se voiler la face, qui veut qu'un titre bien fait, qui accroche, fera vendre un peu plus. Mais là, en disant cela, je ne suis pas exhaustive. Et c'est vrai que je pense, tout un chacun ici, j'ai un confrère qui est à la tribune, pourra vous dire aussi de quelle manière il travaille. Mais je vais quand même laisser aujourd'hui parler les scientifiques et ceux qui sont là sur le sujet du clonage. Vous souhaitez ajouter un commentaire à ce que monsieur a dit? Pas juste un commentaire, mais bien évidemment que la question que vous posez est devenue une question essentielle pour la société développée. Quelle est la place de la connaissance? Quelle est la place de la connaissance dans des institutions de recherche? Est-ce qu'on en est encore comme au temps des Lumières, où on peut associer connaissance à progrès, comme on l'a dit dans les deux forums précédents? Le progrès de la recherche. Est-ce que ce couplage avec le progrès est aussi fort que du temps des Lumières? Que dirait Diderot si elle venait aujourd'hui? Le couplage est très distendu. Et vous avez raison de poser la question, mais vous pouvez la poser par rapport au salaire des chercheurs. Alors les chercheurs sont payés et ça leur donne une indépendance. Payés par la recherche publique, il faut aller jusqu'au bout. Alors après, vous travaillez avec des collègues qui sont dans la recherche finalisée, appliquée, les sociétés comme ICEM, qui développent ces connaissances. Et c'est vrai que toute cette société, cette sociologie de la recherche, elle est mal connue. Et son fonctionnement, il est loin d'être ajusté à la rapidité avec laquelle évoluent les connaissances. Donc vos interrogations sont partagées par les scientifiques, soyez-en sûrs. Et donc, pour avancer, c'est là qu'aujourd'hui la difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, on voit très bien l'évolution, en plus le budget y aide, mais on voit très bien une évolution vers laquelle on a besoin de souffler, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de voir les choses en plus grand, d'aborder ces questions par rapport, par exemple, mon laboratoire travaille sur des thématiques de biodiversité. Moi, je suis agronome, très sensible à la notion de biodiversité, d'adaptabilité au changement climatique. Donc, on a une toute petite pierre dans des grands thèmes et on met les chercheurs en groupe autour de ça. Et c'est peut-être comme ça que l'envie de science, la poésie dont parle le philosophe, j'aime beaucoup ce terme, il y a une poésie dans la recherche de connaissances. Cette poésie, elle n'est plus partagée. Elle n'est plus partagée parce qu'elle est communiquée par les journalistes, mais elle n'est plus partagée parce que peut-être que nos labos sont trop fermés, peut-être que les connaissances vont trop vite, peut-être qu'on ne sait pas l'exprimer. Sans doute, il y a beaucoup de tout ça. Il n'empêche que la question à ce moment-là du forum éthique devient de plus en plus importante. Comment, dans un forum éthique, commencer par le début, c'est-à-dire, bon, le plan des connaissances, la démarche, dans quel esprit ça se fait, comment on peut s'approprier ces connaissances, et ensuite devenir un des regards croisés sur les questions posées. Alors, Philippe, je vais vous donner la parole.
J'aimerais bien que vous veniez ici, vous installez tout doucement sur la scène. Je vous écoute, en vous écoutant. Pardonnez-moi. Personne n'a parlé de la peur par rapport à la recherche, par rapport au clonage, en disant qu'ils étaient des citoyens lambda. Je suis aussi un citoyen lambda. Il se trouve que je fais de la recherche, que j'ai fait aussi de la clinique, j'ai eu la chance de faire les deux, faire de la clinique et de la thérapeutique. Vous croyez que la peur ne nous quitte pas à un seul moment là. On a tous la peur au ventre des médecins. Quand on est appelé la nuit, on a peur parce qu'on a peur de savoir ce qu'on va faire ou pas faire. Quand on fait de la recherche, on a aussi peur de nuit. Donc notre rôle médical est justement d'essayer de guérir et de ne pas nuire. Alors j'ai peur avec vous, je suis d'accord avec vous, j'ai peur du clonage, parce que le clonage, ce n'est plus vraiment de la médecine. En tout cas pour un médecin, ce n'est plus vraiment de la médecine. Le clonage reproductif, c'est tout à fait autre chose. Et je veux dire que moi, en tant que chercheur, je m'intéresse beaucoup aux cellules souches, mais pas pour faire du clonage, parce que quelque part, j'aurais l'impression de jouer un petit peu à l'apprenti sorcier. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse manipuler des cellules, ce qui n'empêche pas qu'on puisse les utiliser pour faire de la thérapeutique, c'est-à-dire pour essayer de guérir des maladies et non pas pour essayer de faire forcément un être nouveau. Ceci étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas faire partie hypocrite ce que je dis, puisque j'utilise toujours, enfin nous utilisons tous, les chercheurs, comme vous dites, des organismes issus du clonage, des souris, des animaux qui sont issus du clonage. Donc il y a une part d'hypocrisie. Il n'empêche que quand on se passe du côté humain, je suis comme vous, j'ai peur. Alors, Patrick Audrey. Oui, en un mot, moi je n'ai pas pensé en termes de peur. Je ne sais pas, j'ai sans doute peur comme tout le monde, mais en fait, moi j'ai appris énormément de choses de la part de Jean-Paul Renard notamment, et j'ai admiré effectivement qu'il replace la science, qu'il mette la science à sa place, la technique à sa place, l'importance du temps du déroulé de la science. J'ai cru comprendre que vous disiez que effectivement le passage à l'humain n'était pas forcément d'actualité parce qu'on était en train de défricher tout ce qu'on essayait de trouver sur les animaux. Donc cette démarche-là, moi je la respecte totalement, je la trouve de mon point de vue parfaitement éthique. Moi j'avais lu effectivement dans le clonage reproductif, j'ai associé immédiatement l'humain parce que c'était un crime contre l'espèce humaine, contre l'humanité, peu importe. Et effectivement, je pense que c'était merveilleux après un forum extraordinaire pour lequel je remercie également Israélisant et tous ceux qui ont participé à succès, de réfléchir effectivement sur l'humain. Et moi j'avais trouvé quelque part, qui a dit qu'effectivement un nouvel être humain, c'est l'imprévisibilité, la nouveauté, l'unicité. Voilà. Donc pour moi, l'imprévisibilité, c'est quelque chose qui est très contraire à ce qu'on propose de faire en faisant du clonage reproductif humain. Et c'est un manque de respect du pluralisme, un manque de respect de la diversité. Et cette diversité que j'admire, moi quand je vois l'islam ici, j'admire cette diversité et qui fait qu'on soit capable tous ensemble de réfléchir comme des êtres humains, de s'interroger, de se poser des questions comme des êtres humains. Et ça, je ne pense pas personnellement qu'un clonage reproductif nous permette de ne pas entacher cette alchimie, cette harmonie. Il y avait un Ryushi Ida qui est président d'un comité éthique au Japon et qui participe au journal annuel d'éthique il y a quelques jours à Paris, est intervenu pour parler de la norme, donc c'était assez aride, et il a fait quelque chose sur l'harmonie, norme et harmonie. De la part d'un japonais, évidemment, c'est extraordinaire, et d'introduire la notion d'harmonie dans la dimension bioéthique me paraît essentielle. Et moi, si j'ai une peur, c'est effectivement que des techniques comme le clonage reproductif appliqué à l'espèce humaine viennent en rupture de l'harmonie à laquelle j'aspire. On l'a bien compris, il y a deux positions un peu peut-être pas antagonistes, mais à la fois ceux ou celles qui seraient pareils, puis ceux ou celles qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons de leur côté, auraient peur. Je pense que c'est difficile de trancher. Si j'essaie de donner une réflexion éthique, l'éthique, je l'ai dit, elle est plus dans l'interrogation que dans la réponse. Ce serait simple, s'il y avait des réponses, il suffirait de yaka. Au moins l'éthique peut poser des questions.
et elle laisse le citoyen, parce que je pense que c'est le citoyen, il n'y a pas d'expert en éthique, il n'y a donc pas d'éthicien, c'est donc le citoyen qui doit reprendre ces questions que peut-être d'autres ont formulées mieux parce qu'ils ont l'habitude de les formuler, pour essayer de trouver dans un forum, dans les agoras, dans les espaces éthiques ou tout ce que vous voulez, essayer de trouver une réponse citoyenne au sens grec du terme politique. Je voudrais juste citer une petite histoire. Quand vous irez à Saint-Malo, vous irez sur la plage de Saint-Servant. Et quand vous arriverez sur la plage de Saint-Servant, sur la gauche, sous les toits, mais bien visible, il y a un bateau classé monument historique. Ce bateau, c'est le seul bateau témoin du passage des marins de l'île de Sein à Londres en juin 40, quand ils ont entendu l'appel du général de Gaulle. Ce bateau est classé monument historique. Mais il y a aujourd'hui un gros litige philosophique sur ce bateau. Parce qu'évidemment, comme il a été très longtemps à l'abandon, en plus il avait coulé à un moment donné, en plus c'est du bois, ce bateau s'était considérablement dégradé. Au point qu'ils ont dû le refaire, pratiquement à l'identique. Et donc il y a aujourd'hui tout un conflit entre ceux qui disent « oui, mais ce bateau, ce n'est plus le même, puisqu'on l'a repeint, qu'on a changé des planches, c'est le du bateau de Thésée, qu'on l'a refait entièrement. » Et puis il y a l'autre clan auquel je n'appartiens pas, mais avec lequel je suis en accord, qui dit « qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce que c'est pas plutôt la symbolique? Est-ce que c'est pas la poésie, tout ça? Est-ce que finalement c'est pas que quand on le regarde, on se dit, il y a quand même des hommes à un moment donné qui sont partis pour, et qui avaient des valeurs, et qui croyaient à un certain nombre de choses. Donc je pense que voilà, il y a deux, je ne sais pas, enfin j'ai quand même dit ma prise de un petit peu mon choix. On en est là aussi avec le clonage. Qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce que c'est faire du tout pareil? Est-ce que c'est croire qu'on va faire du même? Est-ce que c'est s'en affranchir? Est-ce que c'est avoir peur? Est-ce que c'est d'aller dans la symbolique ou autre? Moi je reviens avec cette dimension du temps, laisser faire le temps, donner du temps. Le temps est important, et puis laisser cette part de la poésie, pour répondre aussi à ce qui était tout à l'heure, le hasard, la loterie, même ensemble, qu'est-ce que c'est pour la poésie? Alors j'ai un ami qui est chercheur de haut niveau en mathématiques, et il m'a dit un jour, les mathématiques, c'est la plus belle poésie qui existe au monde. Alors effectivement, ce terme de poésie a comme intérêt de faire rêver, et moi plutôt que de parler de poésie, je parlais de place à laisser au rêve, à l'imagination et à sa traduction en paroles. Parce que la poésie, c'est quand même quelque chose de très particulier. Mais ça, c'est une digression sans grand intérêt. Je voudrais revenir à ce que je disais au départ. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et une fois de plus, j'ai beaucoup appris. Mais je disais au départ que plutôt que de jeter les anathèmes, c'était mon terme précis, il fallait réfléchir à se donner des outils conceptuels susceptibles d'analyser cette transgression. Si ça venait dans l'espèce humaine, c'est quand même une transgression dans l'arbre de donner la vie. Donc voilà ce que je disais, et je vais dire persistessine, et ça rejoint en gros votre propos à tous. Il faut laisser du temps pour que la science continue à progresser, je suis bien d'accord, mais cette notion de moratoire qu'on a critiquée, moi je ne la critique pas, je vais vous dire pourquoi. Je suis tout à fait d'accord, moi je pense qu'il ne fallait pas faire de loi interdisant, mais qu'il fallait faire un moratoire. Parce que je prendrais le problème à l'envers. De quoi a-t-on peur? Moi je prendrais le problème à l'envers et je dirais que peut apporter dans l'espèce humaine, je dis bien dans l'espèce humaine, le clonage. Personne ne peut répondre à l'heure actuelle. Il faut attendre, d'où l'intérêt d'un moratoire. Alors vous l'avez dit, monsieur Renard, je suis tout à fait d'accord avec vous, les études scientifiques animales sur le clonage donnent des renseignements sur la reproduction qui n'auraient jamais eu lieu sans le clonage. Mais moi je pose deux questions, l'une à laquelle aucun... Pardonnez-moi, on va raccourcir parce que... On va raccourcir. Alors une seule question. Une seule question.
quid de cette doctrine génétique? Personne ne m'a répondu. Et deuxième question, pourquoi pas un moratoire pour laisser le temps aux chercheurs de progresser et puis ensuite prendre des décisions? Bon, on se répondra à vos questions tout à l'heure. Voilà. Un moratoire, oui, mais moratoire actif. Donc je vais terminer juste par un point. Je vais reprendre ce que disait le doyen Carbonnier, qui était un grand juriste, un très grand juriste français, au tout début du Comité national d'éthique, et quand il s'est agi de traiter le premier dossier, celui des mères porteuses de l'association Les Cigognes. Et le doyen Carbonnier, après toute la réflexion qui avait eu lieu, a dit: mais finalement, il faut aller vers une éthique de situation, voire même d'opportunité, se saisir d'une situation qui fait problème, et puis complètement l'analyser sur toutes les coutures, mais avec un objectif, c'est d'avoir à prendre une décision qui sera le résultat des regards croisés. Donc je dis ça parce que l'éthique d'opportunité, et c'est un petit peu ce qu'on dit avec la grande éthique générale, mais elle est opérationnelle. Et elle est opérationnelle avec l'autre. Moi j'apprends, je réfléchis beaucoup et j'essaie de voir avec des collègues comment avancer sur cette idée de forum, prendre de multiples formes. Je pense que moi tout l'après-midi ici, je suis convaincu que ce type de forum crée de l'éthique. Je réponds tout à l'heure à mon collègue qui est en train de nous dire, à propos du bateau, au fond la question c'est celle du patrimoine, de toutes les organisations du patrimoine en France, la restauration du patrimoine. Quand on restaure le patrimoine et qui est pratiquement mort, en château en ruine, est-ce qu'on le reconstitue exactement pareil? Quel sens ça a? Et finalement, quand on prend le noyau et qu'on le programme, on dit programme parce que c'est Jacob et Monod qui nous prend le programme, mais on devrait peut-être se poser la question en termes de restauration. Restauration dans le sens patrimonial. Le patrimoine génétique, on le restaure. Donc vous voyez bien qu'au cours d'un forum, les regards croisés font que le scientifique va partir dans son laboratoire, peut-être même s'exercer un article en disant mais voilà des concepts qui sont issus de la société civile. Et ces concepts, ils nous impactent, nous, chercheurs, et peut-être ils s'approchent mieux de la réalité par rapport justement à l'évolution des gènes, on va discuter